c'est un énorme fardeau, je ne veux pas qu'elle vive ici, a déclaré froidement ma femme quand j'ai ramené ma mère à la maison pour prendre soin d'elle pendant ces derniers jours, car elle souffrait d'une grave maladie cardiaque. Pendant que j'étais absent en voyage d'affaires, ma femme a abandonné ma mère et notre fille de 13 ans pour partir en vacances. Mais quand elle a découvert les biens cachés de ma mère, elle s'est mise à crier de désespoir. Bonjour, je suis Maxime, 42 ans, ingénieur civil, et je vis dans un coin tranquille de la Touraine où les chemins de gravier sont couverts de feuilles dorées chaque automne et où l'air porte le léger parfum de pin de la forêt voisine. Notre maison est une confortable demeure à 2 étages, avec 3 chambres et un petit jardin luxuriant, un généreux cadeau de mariage de la part de la famille de ma femme Camille lorsque nous nous sommes mariés il y a 15 ans. Ce n'est pas un manoir somptueux ou quoi que ce soit d'extravagant, mais les murs immaculés peints en blanc, les parquets en bois poli et la cuisine douillette avec une table à manger assez grande pour toute la famille m'ont un jour fait croire que ce serait notre havre de bonheur éternel. Pourtant, au milieu de cette chaleur, je peux sentir les vides invisibles, les fissures dans notre famille que je ne sais pas comment réparer. Jusqu'à récemment, notre famille se composait de moi, de ma femme Camille et de notre adorable fille Chloé, qui est en 7e année. Mais depuis quelques mois, nous avons une personne de plus, ma mère Martine, qui se bat courageusement contre une cruelle maladie cardiaque. Mon père est décédé il y a 4 ans d'un AVC. Je me souviens encore de ce jour où ma mère Martine a appelé, sa voix tremblant au téléphone, « Maxime, ton père, il est parti. » Je me suis précipité à l'hôpital, mais je n'ai eu le temps de le voir que gisant là, froid et immobile. Depuis, ma mère Martine vivait seule dans sa vieille maison de banlieue, à environ 30 minutes de route de la nôtre. Je lui rendais souvent visite, apportant de la nourriture ou m'asseyant avec elle autour d'un café, écoutant ses histoires d'antan, quand elle et mon père étaient jeunes, quand ils cuisaient des fournées de biscuits dans leur petite cuisine remplie de l'arôme du beurre et du sucre. Mais récemment, sa santé s'est détériorée. Le médecin a dit qu'elle souffrait d'insuffisance cardiaque, une condition qui fait de chaque battement de cœur une bataille. Je ne pouvais plus la laisser vivre seule. Alors je l'ai amenée vivre avec nous, espérant prendre soin d'elle et lui offrir des jours paisibles en famille pour la fin de sa vie. J'avais imaginé une belle scène, ma mère Martine assise dans un fauteuil racontant à Chloé des histoires de sorties de pêche avec mon père, Camille préparant du thé, riant joyeusement, et moi rentrant à la maison après une longue journée de travail à l'odeur de la nourriture délicieuse flottant de la cuisine. Mais la réalité était bien différente. Camille, ma femme, n'a jamais été facile à vivre, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse si durement à l'emménagement de ma mère Martine. Elle ne l'a pas dit ouvertement ni élevé la voix, mais ses yeux, froids et tranchants comme une lame, m'ont dit qu'elle ne voulait pas de ma mère Martine ici. « Ta mère met tout en désordre », a-t-elle dit un soir alors que je débarrassais la table du dîner. Ma mère Martine, assise dans le salon et regardant par la fenêtre avec des yeux fatigués, a dû l'entendre. Je me suis tourné vers Camille, essayant de garder ma voix calme. « Chérie, maman n'est pas bien. C'est juste temporaire. S'il te plaît, supporte-le. » Camille a seulement eu un petit sourire narquois, un demi-sourire sarcastique, puis s'est éloignée, me laissant là, impuissant. Les choses ont empiré dans les jours qui ont suivi. Camille a commencé à faire des remarques acerbes, comme si ma mère Martine était une invitée indésirable. Une fois, alors que ma mère Martine avait accidentellement renversé de l'eau sur le sol de la cuisine, Camille est restée les bras croisés, soupirant bruyamment, « Super. Encore plus de choses à nettoyer pour moi. Merci beaucoup. » J'ai vu ma mère Martine baisser la tête, ses mains tremblantes essuyant le déversement avec un mouchoir en murmurant des excuses. Je me suis avancé, posant une main sur son épaule, « C'est bon, maman. Je m'en occupe. » Mais le regard dans ses yeux, plein de culpabilité et de douleur, me serrait le cœur comme un étau. J'ai tiré Camille à part, essayant de garder ma voix basse, « Chérie, elle ne l'a pas fait exprès. S'il te plaît, ne la fais pas sentir mal. » Camille m'a simplement foudroyé du regard, sa voix glaciale, « Quoi, tu crois que je suis la femme de ménage dans cette maison? J'ai ma propre vie, Maxime. » Puis elle s'est éloignée, me laissant avec un sentiment de naufrage, comme si j'avais été arrosé d'eau froide. Chloé, ma fille, était le seul rayon de soleil de ces jours sombres. Elle a 13 ans, elle est grande et mince, avec des cheveux bruns en bataille, mais son cœur est plus grand que celui de n'importe qui d'autre dans la maison. Chloé aime sa grand-mère Martine et s'assoit souvent avec elle, écoutant des histoires sur la jeunesse de ma mère Martine, sur les après-midi où mon père chantait de vieilles chansons folkloriques pendant qu'elle faisait de la pâtisserie. Une fois, j'ai vu Chloé tenant un petit carnet, notant la recette de biscuits de ma mère Martine, son visage rayonnant, « Je vais te les faire, grand-mère. »
Ma mère Martine a souri en caressant les cheveux de Chloé. Mais je pouvais voir la tristesse dans son sourire. Elle sait que sa santé décline et que chaque instant avec Chloé est un cadeau précieux. Mais même Chloé n'a pas été épargnée par la tension dans la maison. Un après-midi, en rentrant du travail, j'ai entendu la voix forte de Camille depuis le salon. « Chloé, tu ne vois pas que ta grand-mère met la maison en désordre ? Va nettoyer son tas de livres. » Je suis entré et j'ai trouvé Chloé debout au milieu de la pièce, serrant une pile de vieux livres de ma mère Martine, les yeux rouges et larmoyants. Ma mère Martine était assise dans son fauteuil, la tête baissée, silencieuse. « Camille, ça suffit, dis-je, ma voix plus ferme que d'habitude. Maman n'a rien fait de mal. Arrête de la blâmer. » Camille m'a regardé, ses yeux provocateurs. « Oh, alors je suis la méchante maintenant ? Tu prends toujours le parti de ta mère. » Chloé, prise entre les feux de ses parents, s'est discrètement retournée et a emporté les livres dans sa chambre. J'ai essayé de maintenir la paix. Chaque soir, après que Camille soit allée se coucher, je m'asseyais avec ma mère Martine, vérifiant si elle avait pris ses médicaments à temps. Je lui posais des questions sur ses douleurs thoraciques, sa fatigue, essayant de lire quelque chose dans ses yeux. « Ne t'inquiète pas, Maxime, » a-t-elle dit, sa main frêle serrant la mienne. « Je vais bien. Le simple fait d'être près de toi et de Chloé me rend heureuse. » Mais je savais qu'elle n'allait pas bien. C'est tout sèche, le moment où elle devait s'arrêter pour reprendre son souffle en allant du salon à la cuisine. Tout cela me rappelait que son temps était compté. Je voulais juste qu'elle vive ses derniers jours en paix. Mais Camille ne semblait pas comprendre cela. Un soir, alors que je réparais une lampe dans le salon, Camille est entrée, téléphone à la main, marmonnant à propos du voyage de sa cousine en Côte d'Azur. « Ils ont toute une villa là-bas, tu sais, » a-t-elle dit, sa voix rêveuse. « Piscine, fête sur la plage toute la nuit. Pendant ce temps, je suis coincé ici dans cette maison étroite avec ta mère. » J'ai arrêté de travailler, les regarder et j'ai essayé de réprimer la colère qui montait en moi. « Camille, maman n'est pas un fardeau, dis-je, ma voix tremblante. C'est la famille. Tu ne vois pas à quel point c'est important. » Elle a ricané, un rire qui m'a fait me sentir plus éloigné d'elle que jamais. « La famille ? Tu crois que je veux passer ma vie à m'occuper d'une vieille dame malade ? J'ai ma propre vie, Maxime. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé, cherchant une trace de la femme que j'avais autrefois aimée, celle qui s'était tenue avec moi devant un prêtre, jurant d'affronter toutes les épreuves ensemble. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de l'égoïsme brut et démasqué. Je me suis remis à réparer la lampe, mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Je savais que si je ne faisais rien, les choses ne feraient qu'empirer. Mais je n'étais pas prêt à y faire face. Pas encore. La tension dans la maison s'épaissit dans les jours qui suivirent, comme un nuage sombre suspendu au-dessus, attendant qu'une tempête éclate. Camille cessa de cacher sa frustration. Elle commença à ignorer ma mère Martine, ne répondant pas quand on lui posait une question ou, pire, répondant par des remarques courtes et blessantes. Une fois, lorsque ma mère Martine lui demanda de prendre une boîte de médicaments sur une étagère haute, Camille se contenta de dire « dans une minute » et continua de faire défiler son téléphone. Chloé, debout à proximité, alla chercher discrètement les médicaments pour sa grand-mère Martine, les yeux pleins d'indignation. Je voulais dire quelque chose, crier que Camille traitait ma mère Martine comme un fardeau indésirable. Mais j'avais peur. Peur qu'une grosse dispute ne brise le peu de paix qui restait dans notre maison. Ma mère Martine, malgré son corps frêle, essayait de s'intégrer au rythme de la famille. Elle apporta une vieille boîte en bois contenant des photos jaunies, de petits souvenirs et un carnet rempli de recettes écrites de sa douce écriture fluide. Un après-midi tranquille, elle nous appela, Chloé et moi, dans sa chambre, posa la boîte sur le lit et l'ouvrit délicatement. Elle sortit chaque photo, nous racontant les histoires qui se cachaient derrière. Il y en avait une de moi, tout petit, titubant sur une pelouse herbeuse, une autre de mon père et moi au bord d'un lac, tenant des cannes à pêche, souriant brillamment, et une de toute notre famille dans la petite cuisine, les visages barbouillés de farine pendant que nous faisions de la pâtisserie. Chloé écoutait avidement chaque histoire, les yeux écarquillés, gloussant. Mais je remarquais la tristesse dans les yeux de ma mère Martine, comme si elle savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps avec nous. Je lui pris la main, forçant un sourire, « Maman, ce week-end, nous ferons de la pâtisserie ensemble, toute la famille. » « D'accord ?» Elle hocha la tête, mais je savais qu'elle ne croyait pas en cette vision de famille unie. Camille ne se joindrait pas. Elle ne l'avait jamais fait.
Une nuit, alors que je révisais mon emploi du temps de travail, Camille est entrée dans la pièce, sa voix inhabituellement douce. « Maxime, ma mère nous a invités à dîner ce dimanche. Peux-tu venir ?» Je l'ai regardé, surpris par ce changement soudain. « Bien sûr, » dis-je en essayant d'avoir l'air joyeux. « Est-ce que maman peut venir ?» Camille marqua une pause, le sourire sur son visage se raidissant. « Non, ta mère devrait rester à la maison. Elle n'est pas bien. » Pourquoi la fatiguer? Je voulais argumenter, mais Camille s'était déjà détournée, me laissant avec un sentiment de malaise. Je commençais à réaliser que Camille n'était pas seulement agacée par ma mère Martine, elle essayait de la pousser hors de nos vies. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, écoutant la toux sèche de ma mère Martine depuis la pièce voisine, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé à mon père, au jour où lui et ma mère Martine se tenaient la main, à la façon dont ils avaient bâti une famille sur l'amour et le sacrifice. J'ai pensé à Camille, aux années où nous étions heureux, et je me suis demandé ce qu'il avait changé. Ou bien avait-elle toujours été ainsi et je ne le voyais que maintenant? J'ai pensé à Chloé, au regard dans ses yeux quand elle défendait sa grand-mère Martine, et je savais que je devais faire quelque chose. Mais je ne savais pas par où commencer. La tempête dans mon cœur couvait toujours, attendant une étincelle pour s'enflammer. Et j'avais le sentiment que cette étincelle viendrait plus tôt que je ne le pensais. Une semaine plus tard, le travail m'a appelé sur un chantier de construction en l'Auvergne, à plus de 300 km de la maison. C'était un projet majeur, un complexe commercial sur lequel mon entreprise avait soumissionné pendant 1 an. Je ne voulais pas y aller, non pas à cause du travail, mais à cause de ma mère Martine. Ses douleurs thoraciques étaient devenues plus fréquentes ces derniers temps, la forçant parfois à s'asseoir, serrant sa poitrine, haletant pour respirer. Mais je n'avais pas le choix. Si je refusais ce voyage d'affaires, je risquais de perdre une chance de promotion. Et avec notre situation financière actuelle, les factures médicales de ma mère Martine, les frais de scolarité de Chloé et les dépenses quotidiennes que Camille ne cessait d'exiger, je ne pouvais pas prendre ce risque. La nuit avant mon départ, je me suis assis à la table de la salle à manger avec Camille, essayant de parler calmement. Notre maison à 2 étages, avec ses murs blancs et la lumière chaude et jaune de la lampe, aurait dû sembler sûre. Mais ce soir-là, elle ne semblait qu'étouffante. Chloé était allée se coucher et ma mère Martine se reposait dans le salon, où le vieux fauteuil était devenu son principal refuge. J'ai regardé Camille, cherchant un peu de réconfort dans ses yeux, mais elle était absorbée par son téléphone, ses doigts faisant défiler rapidement des photos de plage et de villas de ses cousines en Côte d'Azur. « Camille, commençai-je, ma voix douce mais prudente. Je serai parti pendant 5 jours. S'il te plaît, prends bien soin de maman Martine pendant mon absence. D'accord ? Ces médicaments sont sur l'étagère de la cuisine, et j'ai affiché le programme de prise. Si quelque chose ne va pas, appelle immédiatement le docteur Lambert. Ces numéros sont dans le carnet. » Je fis une pause, attendant une réponse. Camille leva les yeux, indifférente. « Ouais, d'accord, » dit-elle, son ton aussi décontracté que si je lui avais demandé d'arroser les plantes. Je sais quoi faire. Mais son apathie me serrait le cœur. Je voulais en dire plus, insister sur le fait que ma mère Martine n'était pas seulement une responsabilité, mais la famille, ma chair et mon sang. Mais j'avais peur. Peur qu'une autre dispute ne fasse qu'empirer les choses. « Merci, » dis-je, bien que je ne ressentisse aucune gratitude. Le lendemain matin, je me suis réveillé alors que le ciel était encore brumeux et que le petit jardin devant notre maison était humide de rosée. Je suis allé au salon et j'ai trouvé ma mère Martine déjà éveillée, assise dans son fauteuil, tenant un vieux livre qu'elle avait lu d'innombrables fois. « Je pars, maman, » dis-je en me penchant pour l'embrasser sur le front. Elle a souri, mais j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. « Sois prudent, Maxime, » a-t-elle dit, sa voix frêle. « Je vais bien. » « Ne t'inquiète pas, » j'ai hoché la tête, mais en quittant la maison, je ne pouvais pas me débarrasser d'un sentiment lancinant de malaise. J'ai regardé Camille, debout dans l'embrasure de la cuisine, tenant une tasse de café, son expression vide. « Prends bien soin de maman Martine, Camille, » répétai-je, ma voix presque suppliante. Elle a juste hoché la tête, ne disant rien. Le voyage d'affaires a commencé avec des journées trépidantes. Je travaillais du matin au soir, révisant des plans, rencontrant des entrepreneurs et résolvant des problèmes sur le site. Mais mon esprit n'était pas entièrement là. J'appelais souvent à la maison, demandant à Chloé des nouvelles de ma mère Martine, si elle prenait ses médicaments à temps, si elle mangeait correctement. Chloé répondait toujours joyeusement, « Grand-mère va bien, papa. »
Aujourd'hui, nous avons fait des biscuits, mais nous en avons brûlé une fournée. Elle a ri, et j'ai essayé de rire avec elle, mais je savais qu'elle essayait de me rassurer. Je n'ai pas appelé Camille. J'avais peur d'entendre sa voix, peur de ses mensonges ou de son indifférence habituelle. Le 4e jour, alors que je prenais un déjeuner rapide dans un restaurant près du site, mon téléphone a vibré. Le nom de Chloé est apparu à l'écran, et mon cœur s'est emballé. Elle appelait rarement pendant la journée. Elle savait que j'étais occupé. J'ai répondu, essayant de garder ma voix calme, « Chloé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix à l'autre bout était tremblante, paniquée, contrairement à la fille joyeuse que j'entendais habituellement, « Papa, grand-mère ?» Elle a fait une crise cardiaque. J'ai appelé une ambulance et ils l'ont emmenée à l'hôpital. Peux-tu rentrer maintenant? J'ai senti le sang dans mes veines se glacer, j'arrive, ma chérie. Où es-tu? Où est maman? Chloé sanglota, sa voix brisée, maman n'est pas à la maison, papa. Elle est partie quelque part. Elle a laissé une note me disant de prendre soin de grand-mère. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit ensuite. Je me souviens seulement de m'être levé brusquement, d'avoir renversé un verre d'eau et d'avoir couru vers ma voiture. Une note? Où était partie Camille? Je l'ai appelée, mais le téléphone a sonné et est tombé sur la messagerie vocale. J'ai appelé encore et encore, mais il n'y a eu aucune réponse. J'ai appelé l'hôpital, confirmant que ma mère Martine avait été emmenée aux urgences. L'infirmière au bout du fil a dit qu'elle était sous surveillance mais qu'elle était instable. Êtes-vous de la famille? Vous devriez venir immédiatement, dit-elle, son ton calme ne faisant qu'accentuer ma peur. J'ai écourté le voyage, abandonnant les réunions et ignorant les regards agacés de mes collègues. J'ai conduit pendant plus de 5 heures, filant sur des autoroutes sans fin, mon esprit en plein chaos. Ma mère Martine était à l'hôpital, seule, à l'exception de Chloé. Et Camille, ma femme, à qui j'avais supplié de prendre soin de ma mère Martine, était partie. La note mentionnée par Chloé me hantait. Que était-ce? Une explication? Des excuses? Ou juste une autre preuve de son égoïsme? Je ne savais pas, mais à chaque tour de roue me rapprochant de la Touraine, je sentais la tempête dans mon cœur prête à éclater. Quand j'ai atteint l'hôpital, il faisait déjà nuit. J'ai couru aux urgences, trouvant Chloé recroquevillée sur une chaise dans le couloir, le visage pâle, les yeux rouges et gonflés. Elle m'a serré dans ses bras dès qu'elle m'a vu, sanglotant, « Papa, j'ai eu si peur. » Grand-mère, elle a eu des douleurs à la poitrine, puis elle s'est effondrée. Je ne savais pas quoi faire. J'ai serré Chloé fort, essayant de rester calme malgré le déchirement dans ma poitrine. « Tu as fait un excellent travail, Chloé. Je suis là maintenant. Grand-mère ira bien. » Mais je n'étais pas sûr. Je n'étais plus sûr de rien. Le docteur Lambert, qui surveillait ma mère Martine depuis longtemps, est sorti des urgences. Il m'a regardé, son expression grave, « Maxime, votre mère Martine a eu une crise cardiaque aiguë. Nous avons stabilisé son état, mais elle nécessite une surveillance étroite. Les choses ne s'annoncent pas prometteuses. » J'ai hoché la tête, sentant comme un rocher écraser ma poitrine. « Puis-je la voir ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête et m'a conduit à l'intérieur. Ma mère Martine gisait là sur le lit d'hôpital, entourée de perfusions et de machines. Elle paraissait plus petite que jamais, les yeux fermés, sa respiration faible. J'ai pris sa main, sentant ses doigts fins et froids. « Maman, c'est moi » ai-je murmuré. « Je ne te laisserai pas seule. » Elle a légèrement ouvert les yeux, esquissant un faible sourire. « Maxime, où est Chloé ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine un souffle. « Elle va bien, maman. Elle est dehors. Repose-toi maintenant. Je resterai avec toi. » Quand je suis retourné dans le couloir, Chloé m'a tendu une enveloppe, les mains tremblantes. « C'est ce que maman a laissé, papa ?» a-t-elle dit. J'ai ouvert la note, et les mots de Camille m'ont transpercé le cœur comme un couteau. « Maxime, j'ai besoin de me détendre. Je vais en Côte d'Azur avec ma mère et mes cousines. Chloé est assez grande pour s'occuper de ta mère Martine. N'appelle pas. Je serai de retour dans quelques jours. » Aucune excuse, aucune inquiétude pour ma mère Martine, aucun signe d'attention, juste un égoïsme froid et flagrant, comme si ma mère Martine et Chloé n'étaient que de simples obstacles dans sa vie. J'ai froissé la note, la colère montant comme un incendie. Camille n'avait pas seulement abandonné ma mère Martine, elle avait abandonné Chloé, notre fille de 13 ans, la laissant seule face à une crise. Je voulais appeler Camille sur le champ,
crié dans le téléphone pour exiger une explication, mais je savais que quoi qu'elle dise, cela ne pourrait pas effacer cette trahison. Chloé leva les yeux vers moi, ses grands yeux bruns, maintenant rouges, brillant d'un mélange de peur et d'une détermination féroce que je n'avais jamais vue en elle auparavant. Elle se mordit la lèvre comme si elle luttait pour trouver ses mots. Puis sa voix tremblante mais résolue brisa le silence du couloir de l'hôpital. « Papa, maman a été vraiment méchante avec grand-mère, » dit Chloé, chaque mot comme une lame gravant dans mon cœur. Elle était toujours agacée, disant toujours des choses méchantes à son sujet. La nuit où tu es parti pour ton voyage, pendant le dîner, grand-mère mangeait lentement, ses mains tremblaient et elle a laissé tomber du riz sur la table. Maman, lui a-t-elle crié, disant, qui peut supporter de manger comme ça? Grand-mère a juste baissé la tête, ne disant rien, mais j'ai vu ses yeux rougir. Je voulais dire quelque chose, mais maman m'a foudroyé du regard, me disant de me taire. Chloé fit une pause, prenant une profonde inspiration, les larmes coulant sur ses joues. J'ai rappelé à maman que grand-mère devait prendre ses médicaments à temps, mais elle a juste claqué, laisse-la se débrouiller toute seule. Je ne suis pas sa bonne. Je suis resté là, stupéfait, sentant le sol de l'hôpital s'effondrer sous moi. L'image de ma mère Martine, la femme qui m'a tenu quand j'étais enfant, m'a appris à lasser mes chaussures et m'a chanté des berceuses, se faisant crier dessus pour avoir tremblé et laissé tomber quelques grains de riz, m'a brisé le cœur. J'ai regardé Chloé, ma fille de 13 ans, petite mais forte, essayant de protéger sa grand-mère Martine en me racontant cette douloureuse vérité. J'ai essayé, papa, murmura Chloé, sa voix étranglée. Je lui ai donné ses médicaments, je lui ai rappelé de les prendre, mais elle est si triste. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas être un fardeau. Le mot « fardeau » me coupa comme une lame affûtée. Ma mère Martine, qui avait sacrifié sa vie pour moi, se sentait maintenant comme un fardeau dans la maison que j'appelais notre sanctuaire. J'ai serré Chloé dans mes bras, la tenant fermement, sentant son petit corps trembler d'émotions trop grandes pour son âge. « Tu as été incroyable, Chloé, » dis-je, ma voix rauque alors que je luttais contre les larmes. « Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. Je suis si fier de toi. » Mais à l'intérieur, ma colère flambait comme un incendie, consumant tout espoir persistant pour Camille. Elle n'était pas seulement égoïste ou indifférente, elle avait blessé ma mère Martine qui luttait chaque jour contre une cruelle maladie. Et elle avait laissé Chloé, notre fille, seule face à la peur. Camille ne méritait pas de faire partie de cette famille, ne méritait pas l'amour de Chloé et ne méritait certainement pas les années que j'avais passées à essayer de sauver notre mariage. Cette nuit-là, je me suis assis au chevet de ma mère Martine, lui tenant la main, écoutant les bips réguliers du moniteur cardiaque. Chloé était recroquevillée sur une chaise, endormie d'épuisement. J'ai regardé la note froissée de Camille dans ma main, sentant qu'une partie de moi s'était brisée. J'ai pensé à nos années de mariage, aux fois où j'avais essayé de faire plaisir à Camille, aux fois où j'avais fermé les yeux sur son égoïsme pour maintenir la paix. Mais maintenant, je ne pouvais plus détourner le regard. La tempête dans mon cœur avait éclaté, et je savais qu'au retour de Camille, rien ne serait plus jamais pareil. Les heures qui suivirent à l'hôpital passèrent comme un lent cauchemar. Ma mère Martine se réveilla quelquefois, mais elle était si faible qu'elle ne pouvait prononcer que quelques mots avant de retomber dans le sommeil. Le docteur Lambert vint la examiner, son expression aussi grave qu'auparavant. « Maxime, votre mère Martine a eu une crise cardiaque aiguë. Nous avons stabilisé son état, mais elle nécessite une surveillance étroite. Vous devez vous y préparer. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je refusais de l'accepter. Ma mère Martine ne pouvait pas me quitter. Ne pouvait pas quitter Chloé. Pas maintenant, alors que tout était dans un tel chaos. Chloé se réveilla vers minuit, se frottant les yeux, puis s'assit tranquillement à côté de moi. « Grand-mère ira bien, papa ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Je lui caressai les cheveux, forçant un sourire malgré le poids sur ma poitrine. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je ferai tout pour qu'elle reçoive les meilleurs soins. » Chloé hocha la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle ne dit rien de plus, elle tint juste ma main, et nous restâmes là, dans la lumière tamisée de la chambre d'hôpital, attendant un miracle. Le lendemain matin, j'ai décidé d'appeler Camille. J'avais besoin d'une explication, même si je savais que cela ne changerait rien. Je me suis dirigé vers le couloir, évitant les regards curieux des infirmières, et j'ai ouvert FaceTime. Le téléphone a sonné longtemps avant que Camille ne réponde. Son visage est apparu à l'écran, elle se prélassait au bord d'une piscine, le soleil éclatant de la côte d'Azur scintillant sur ses cheveux blonds.
Elle portait une robe à fleurs vives, tenant un cocktail, et le sourire sur son visage était comme une gifle. « Maxime, pourquoi tu appelles si urgemment ?» dit-elle, son ton léger mais teinté de dédain. « Je suis occupée à me détendre ici. » Se détendre, répétai-je, ma voix tremblante de colère. « Camille, ma mère Martine est à l'hôpital. Elle a failli mourir d'une crise cardiaque. Chloé a dû appeler une ambulance seule, terrifiée. Et tu es partie en vacances. Qu'est-ce que c'est cette note que tu as laissée? Tu as laissé notre fille prendre soin de ma mère Martine toute seule. » Camille haussa un sourcil, sans montrer aucun remords. « Oh, n'en fais pas toute une histoire, Maxime. Chloé est assez grande pour gérer les choses. Et ta mère, elle exagère toujours son état. C'est juste un fardeau, tu ne vois pas? J'avais besoin de temps pour moi, et je le mérite. » Elle prit une gorgée de son cocktail comme si nous discutions de la météo. J'ai senti le sang monter à ma tête. Un fardeau? Camille, ma mère Martine se bat pour rester en vie. Tu lui as crié dessus pour avoir laissé tomber du riz. Tu l'as ignorée quand elle avait besoin de ses médicaments. Et tu as pris de l'argent de notre compte joint pour ce voyage somptueux, n'est-ce pas? Je criais presque, mais j'ai essayé de baisser la voix pour éviter de déranger ceux qui m'entouraient. Camille a ricané, ses yeux froids et vifs. « Oh, tu as découvert l'argent? » Oui, je l'ai pris. C'est notre argent, Maxime, et j'ai le droit de l'utiliser. Quant à ta mère, si elle n'était pas là, nos vies seraient tellement plus faciles. Qu'est-ce que tu vas faire? Me divorcer? Tu n'as pas le cran. Elle a penché la tête, son sourire suffisant me donnant envie de fracasser le téléphone. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me retenir de m'effondrer. « Camille, tu te trompes. Je n'ai pas seulement le cran, je vais le faire. Tu ne mérites pas d'être ma femme et tu ne mérites pas d'être la mère de Chloé. Quand tu reviendras, nous parlerons à un avocat. » J'ai mis fin à l'appel FaceTime avant qu'elle ne puisse répondre. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'un étrange sentiment de libération. J'avais enfin dit ce que je retenais depuis trop longtemps. Ce mariage était mort depuis des années, et je ne pouvais plus faire semblant. Quand je suis retourné dans la chambre d'hôpital, ma mère Martine était éveillée, ses yeux un peu plus brillants. Chloé était assise à côté d'elle, lui tenant la main, racontant une histoire sur un chat errant qu'elle avait vu à l'école. Ma mère Martine a souri, bien que faiblement. Je me suis assis à côté d'elle, soulagé de la voir alerte. « Maxime » a-t-elle appelé, sa voix. « Viens ici. J'ai quelque chose à te dire. » J'ai rapproché ma chaise, lui prenant la main. Elle m'a regardé, ses yeux pleins d'amour mais aussi de détermination. « Fils, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, » a-t-elle dit. Et j'ai essayé de l'interrompre, mais elle a levé la main pour m'arrêter. « Écoute-me. J'ai souscrit une assurance vie il y a des années, quand ton père était encore en vie. Si je décède, tu recevras environ $1 million. La police est dans ma valise avec mes vêtements. Je veux que toi et Chloé ayez un avenir stable, que vous ne vous inquiétiez pas pour l'argent. » J'étais stupéfait, incapable de croire ce que je venais d'entendre. « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ?» ai-je demandé, ma voix étranglée. Elle a souri, sa main serrant doucement la mienne. « Je ne voulais pas que tu penses que je planifiais ma mort. Je voulais juste que tu saches que j'ai toujours pensé à toi et à Chloé. Quoi qu'il arrive, vous deux irez bien. » Chloé, assise à proximité, avait les larmes aux yeux. « Grand-mère, ne dis pas ça, » a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Tu dois te rétablir. Tu dois refaire des biscuits avec moi. » Ma mère Martine a caressé les cheveux de Chloé, ses yeux doux mais pleins de tristesse. J'ai serré, « Mon amour, mais si je ne peux pas, tu dois me promettre que tu prendras soin de ton papa, d'accord ?» Chloé a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Les jours qui suivirent furent entièrement passés au chevet de ma mère Martine. J'ajustais ses oreillers, lisais des chapitres de son vieux roman préféré et lui apportais les plats qu'elle préparait autrefois avec mon père. Même un simple bol de soupe, j'essayais de le faire comme elle. Chloé était là aussi, portant son petit carnet avec les recettes de biscuits de grand-mère Martine, racontant parfois des histoires farfelues pour la faire rire. Ces moments, aussi brefs soient-ils, étaient le seul remède qui m'aidait à traverser la colère et la douleur causée par Camille. Un après-midi, alors que Chloé était sortie acheter de l'eau, ma mère Martine m'a attiré près d'elle. « Maxime » a-t-elle dit, sa voix faible mais ferme. « Tu dois être fort. Pas pour moi, mais pour Chloé. Elle a besoin de toi.
Et toi? Tu dois vivre pour toi-même, pas pour Camille. J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage, je sais, maman. Je le ferai. Elle a souri, et pour la première fois depuis des jours, j'ai vu la paix dans ses yeux. Mais cette paix n'a pas duré. Cette nuit-là, l'état de ma mère Martine a soudainement empiré. La machine a commencé à biper de manière erratique, et les infirmières se sont précipitées dans la chambre. Je suis resté là, tenant la main de Chloé, les regardant essayer de la sauver. Mais au fond de moi, je savais que ma mère Martine était prête à partir. Quand le docteur Lambert est sorti, ses yeux disaient tout. « Maxime, je suis tellement désolé, a-t-il dit. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Ma mère Martine est décédée paisiblement, avec Chloé et moi à ses côtés. J'ai serré Chloé alors qu'elle sanglotait dans mes bras, tandis que je regardais silencieusement ma mère Martine, sentant qu'une partie de mon cœur s'en allait avec elle. J'ai organisé des funérailles simples mais dignes pour elle dans une petite église de la Touraine où elle et mon père avaient l'habitude d'aller tous les dimanches. Les voisins et les vieux amis de ma mère Martine sont venus, apportant des fleurs et des condoléances, mais pas un seul membre de la famille de Camille ne s'est présenté. Je n'étais pas surpris, mais leur absence n'a fait que renforcer ma détermination. Quand je suis rentré chez moi après les funérailles, la maison confortable avec ses murs blancs et son petit jardin semblait vide, comme si son âme était partie avec ma mère Martine. Je me suis assis dans son vieux fauteuil, où elle s'asseyait et regardait le jardin, tenant la boîte en bois usée qu'elle avait apportée quand elle avait emménagé. La boîte, abîmée par des rayures qui racontaient l'histoire du temps, était quelque chose qu'elle gardait toujours près d'elle, comme un petit coffre au trésor contenant toute sa vie. J'ai ouvert le couvercle, et l'odeur du vieux bois et du papier fané m'a envahi, transportant les souvenirs des jours où ma mère Martine souriait encore brillamment à côté de mon père. À l'intérieur se trouvaient des photos de famille, moi, enfant, tenant les mains de mes parents lors d'un pique-nique, Chloé, nouveau-née, dans les bras de ma mère Martine, et de simples souvenirs, un bracelet en argent qu'elle portait, un vieux badge de mon père. J'ai feuilleté les pages du carnet de recettes qu'elle et Chloé aimaient, sentant le papier vieilli, et j'ai eu l'impression qu'elle était toujours là, d'une manière ou d'une autre, dans l'écriture tremblante de ses mots. Puis je me suis levé et je suis allé dans la chambre de ma mère Martine, où sa vieille valise était toujours soigneusement rangée sous le lit. Je l'ai sortie, j'ai ouvert le loquet, et immédiatement une vague de souvenirs m'a submergé, alors que son parfum familier, un léger parfum de lavande mélangé à sa douce odeur flottait des vêtements soigneusement pliés. J'ai soulevé un doux pull vert, le genre qu'elle portait les après-midi frais, je l'ai pressé contre mon visage et j'ai respiré profondément, comme si je pouvais la retenir un peu plus longtemps par cette odeur. Ses vêtements, ses simples robes en coton, le châle qu'elle drapait sur ses épaules en lisant, étaient les dernières pièces d'elle dans cette maison. J'ai passé mes doigts sur le tissu, ayant l'impression de toucher les jours où elle était encore là, me souriant toujours, à moi et à Chloé. Puis, au fond de la valise, je l'ai trouvée. Une enveloppe jaune pâle soigneusement placée sous un mouchoir brodé de fleurs qu'elle aimait. De son écriture tremblante, il était écrit « Pour Maxime ». Mon cœur s'est emballé alors que je l'ouvrais, et à l'intérieur se trouvait la police d'assurance vie qu'elle avait mentionnée à l'hôpital avant de décéder. Les pages sèches énuméraient les conditions, mais ce qui m'a ému, c'était une petite note manuscrite glissée à l'intérieur. « Maxime, je te laisse ceci pour toi et Chloé. Utilisez-le pour vivre une vie où vous n'aurez pas à craindre ou à dépendre de qui que ce soit. Je crois en toi. Amour, mon petit garçon. » Mes yeux se sont brouillés de larmes. Non pas à cause de la valeur de la police, mais à cause de l'amour de ma mère Martine enveloppée dans chaque lettre tremblante, dans la décision silencieuse qu'elle avait prise pour protéger Chloé et moi, même quand elle savait que son temps était court. Je me suis assis là, sur le sol de sa chambre, une main serrant le pull, l'autre tenant l'enveloppe, les larmes coulant sur mon visage. Ma mère Martine avait toujours pensé à moi, à Chloé, même quand elle était au plus faible, quand elle était traitée comme un fardeau dans cette même maison. Son parfum du pull était un rappel que, bien qu'elle soit partie, son amour restait pour toujours. Je savais que Camille reviendrait bientôt de son voyage, et je savais que quand elle franchirait cette porte, je ne me contenterais pas de l'affronter, j'affronterais mon avenir et celui de Chloé. Ma mère Martine ne m'avait pas seulement laissé une fortune, mais une leçon. La famille, c'est ceux qui s'aiment et se sacrifient les uns pour les autres, pas ceux qui exigent et abandonnent. Je ne laisserai pas Camille continuer à blesser Chloé, et je ne laisserai pas la mémoire de ma mère Martine être davantage bafouée. J'ai commencé à me préparer à la confrontation avec Camille. J'ai contacté un avocat, Maître Dubois, un vieil ami de mon père, pour entamer la procédure de divorce. Tandis que je racontais mon histoire, Maître Dubois écoutait,
sa voix calme mais résolue, « Maxime, vous avez suffisamment de preuves pour démontrer l'irresponsabilité de Camille. Comment souhaitez-vous gérer la division des biens et la garde? Je lui ai dit que je voulais que Chloé reste avec moi et que je ne voulais pas que Camille prenne quoi que ce soit qui appartienne à ma mère Martine, pas même son souvenir. » Il a hoché la tête, prenant des notes, et a promis de préparer les documents en quelques jours. Camille est revenue un mercredi après-midi, tandis que Chloé et moi mangions tranquillement un repas simple à la table du dîner. Juste de la soupe et du pain. Mais j'ai essayé de faire la soupe comme ma mère Martine le faisait, avec une touche de persil et de crème. Le bruit de la porte qui se déverrouille a résonné, et Camille est entrée, tirant une valise derrière elle. Elle portait une robe à fleurs vives, des lunettes de soleil posées sur sa tête, et un sourire suffisant qui m'a serré le cœur. « Salut tout le monde », a-t-elle dit, son ton insouciant, comme si elle n'avait fait que quelques heures de shopping. La Côte d'Azur était incroyable. Vous n'imagineriez pas. J'ai posé ma cuillère, la regardant droit dans les yeux. Chloé était assise à côté de moi, ses mains serrant le bord de la table, ses yeux froids, bien loin de la petite fille timide que j'avais connue. « Camille, dis-je, ma voix calme mais ferme. Assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Camille a haussé un sourcil, a jeté sa valise de côté et s'est assise en face de moi, les jambes croisées, son regard provocateur. « Oh, ne sois pas si dramatique, Maxime. Ta mère Martine va bien, ou elle en fait tout un plat comme d'habitude ?» Elle a souri narquoisement, et j'ai senti le sang me monter à la tête. Chloé m'a serré la main sous la table, comme pour me rappeler de rester calme. « Ma mère est décédée, dis-je, ma voix ferme mais glaciale. Elle est morte il y a 3 jours d'une crise cardiaque que tu as laissé Chloé gérer seule. Tu es parti en Côte d'Azur, laissant notre fille et ma mère Martine derrière avec une note demandant à une enfant de 13 ans de s'occuper d'une femme gravement malade. Tu appelles ça se détendre ?» Camille a cligné des yeux, mais il n'y avait aucune trace de remords dans son regard. « Oh, tu me fais passer pour la méchante ?» a-t-elle répondu, son ton dégoulinant de sarcasme. « Maxime, j'avais besoin de temps pour moi. Tu sais à quel point j'ai été stressé. Et ta mère, elle était vieille. La maladie est normale. Je ne pouvais pas rester ici à jouer les infirmières pour toujours. » Elle a haussé les épaules comme si la mort de ma mère Martine était une légère gêne. J'ai glissé sa note sur la table. Ses mots froids étaient maintenant comme une mise en accusation. « Tu as écrit ça, Camille. Tu as abandonné Chloé, abandonné ma mère Martine, et tu as retiré de l'argent de notre compte joint pour financer ton voyage somptueux. Tu pensais que je pardonnerais ça ?» Camille a jeté un coup d'œil à la note, puis a ri. Un son sec et perçant. « Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire, Maxime? Me divorcer? Tu n'as pas l'argent pour me combattre. Ma famille engagera les meilleurs avocats et tu perdras tout, même Chloé. » Elle s'est penchée en avant, ses yeux provocateurs, « Tu n'es qu'un ingénieur ordinaire. Tu crois pouvoir me battre? » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de réprimer ma colère pour éviter de crier. « Camille, tu te trompes. Je ne te divorce pas seulement. Je vais m'assurer que tu paies pour ce que tu as fait. J'ai cette note, l'enregistrement de notre appel FaceTime, et le témoignage de Chloé sur la façon dont tu as traité ma mère Martine. Tu lui as crié dessus pour avoir laissé tomber du riz, tu l'as ignoré quand elle avait besoin de ses médicaments, et tu as laissé notre fille seule dans un hôpital. Tu ne mérites pas d'être la mère de Chloé, et tu n'es plus ma famille. » Camille a ouvert la bouche pour répondre, mais Chloé s'est soudainement levée, les mains serrées, sa voix tremblante mais résolue. « Maman, tu te trompes, » dit Chloé, ses yeux fixés sur Camille. Grand-mère Martine n'était pas un fardeau. Elle m'aimait, elle aimait papa, et elle a toujours pensé à nous. Elle nous a laissé $1 million de son assurance vie. Tu n'auras rien, car elle savait que tu ne le méritais pas. Chloé marqua une pause, les larmes coulant sur ses joues, mais elle ne détourna pas le regard. Tu m'as laissé seule quand grand-mère Martine avait le plus besoin de moi. Je ne te pardonnerai pas. Camille se figea, son visage pâlissant, son sourire suffisant s'évanouissant. $1 million, répéta-t-elle, sa voix hésitante. Non, c'est impossible. Cette vieille femme n'avait pas d'argent. Elle me regarda, ses yeux frénétiques. Maxime, tu inventes ça, n'est-ce pas? Ta famille était pauvre comme Job. Comment aurait-elle pu avoir ce genre d'argent? Je me suis levé, j'ai pris l'enveloppe jaune de la boîte en bois de ma mère Martine et je l'ai posée sur la table devant Camille. C'est la police d'assurance.
Ma mère Martine l'a souscrite il y a des années parce qu'elle savait qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Elle voulait que Chloé et moi ayons un avenir sûr, libéré de tes manipulations. Tu peux vérifier. C'est légal, et tu n'as aucune prétention dessus. Camille a ouvert l'enveloppe, feuilletant les pages, ses yeux passant du doute à la panique. Puis, comme si elle réalisait qu'elle avait tout perdu, elle a changé de ton. Elle s'est levée, s'est rapprochée de moi, sa voix soudainement douce, presque suppliante. « Maxime, tu ne peux pas faire ça. J'avais tort. Je suis désolé. Je vais changer. Je te le promets. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas me quitter comme ça. Donne-moi une chance. » Elle a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée, comme si j'avais touché quelque chose de froid et d'étranger. « Camille, dis-je, ma voix résolue. Tu as eu ta chance. Tu as choisi d'abandonner ma mère Martine quand elle avait le plus besoin de toi. Tu as choisi d'abandonner Chloé, notre fille. Maintenant, je choisis de la protéger, elle est la mémoire de ma mère Martine. J'ai déjà contacté un avocat. Nous divorçons. » Camille recula, son visage se tordant, les dernières traces d'arrogance s'estompant dans ce bref instant. Puis, comme si elle reprenait sa suffisance, elle a ricané, ses yeux froids. « Alors, dehors. Toi et Chloé, sortez d'ici tout de suite. » Elle a pointé la porte, sa voix montant en un hurlement furieux. « Tu crois pouvoir me menacer avec un avocat? Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Et toi ?» Elle s'est tournée vers Chloé. « Tu regretteras d'avoir tourné le dos à ta mère. » Chloé s'est tenue droite, les mains serrées, les yeux inébranlables. « Je n'ai pas besoin de toi, » a-t-elle dit, sa voix calme mais ferme, comme une déclaration. « J'ai papa, et j'ai grand-mère Martine dans mon cœur. » Camille se figea, son visage pâlissant davantage, mais elle ne dit rien de plus. Elle se tourna, traîna sa valise dans la chambre principale et laissa Chloé et moi debout dans le salon, dans la maison qui avait été notre foyer. Mais nous étions prêts. Dans les jours qui suivirent les funérailles de ma mère Martine, Chloé et moi avions discrètement fait nos bagages. Des choses qui nous appartenaient vraiment, des choses qui portaient la mémoire de ma mère Martine, la vieille boîte en bois avec les photos de famille, le carnet de recettes et la valise remplie de vêtements encore imprégnés de son parfum de lavande étaient soigneusement rangés dans la voiture. J'ai regardé Chloé, voyant la résilience dans ses yeux, et j'ai su que nous n'avions plus notre place ici. « Allons-y, ma chérie, » dis-je en posant une main sur son épaule. Elle a hoché la tête, serrant le doux pulvaire de ma mère Martine comme un talisman. Nous avons roulé jusqu'à l'ancienne maison de ma mère Martine en banlieue, à 30 minutes de route, là où j'avais grandi au milieu d'après-midi rempli de rire et de l'odeur de biscuits fraîchement sortis du four. La petite maison avec son toit de tuiles délavées et sa clôture en bois bancal n'était pas aussi grande que celle de Camille. Quand j'ai ouvert la porte, une vague d'air moisi et de poussière m'a frappé. Des mois de négligence avaient laissé la maison oubliée. Des toiles d'araignée s'accrochaient au coin, la poussière recouvrait les meubles, et l'odeur de bois humide des vieux planchers me serrait le cœur. Mais c'était la maison de ma mère Martine, là où elle avait vécu, aimé, et j'étais déterminé à lui redonner vie pour Chloé et moi. Chloé est entrée, serrant le pulvaire de ma mère Martine, et l'a posé sur le fauteuil familier, maintenant recouvert d'une fine couche de poussière. Elle a regardé autour d'elle, ses yeux bruns pétillants mais teintés de tristesse. « Papa, grand-mère Martine serait heureuse de nous voir ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix petite mais pleine d'espoir. J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage. « Oui, ma chérie. Elle serait ravie. Et nous allons rendre cette maison aussi belle qu'elle l'était. » J'ai serré Chloé dans mes bras, sentant son petit corps ne plus trembler de peur, mais d'un profond sentiment de libération, d'un nouveau départ. Nous avons commencé à nettoyer cet après-midi-là. J'ai ouvert les fenêtres en grand, laissant la lumière du soleil d'automne inonder la pièce, chassant l'odeur de moisi. Chloé a pris un balai, balayant la poussière du sol en fredonnant une chanson que ma mère Martine lui chantait. J'ai essuyé la table à manger où ma mère Martine s'asseyait autrefois pour écrire ses recettes de biscuits, sentant le bois comme s'il portait sa mémoire. Nous avons trouvé quelques-unes de ses vieilles affaires dans un placard, un vase en céramique qu'elle aimait, un cadre photo en argent avec une photo de notre famille quand j'étais jeune. Chaque objet était un rappel que, bien qu'elle soit partie, son amour persistait dans chaque recoin de cette maison. Alors que le soleil se couchait, Chloé et moi avons commencé à arranger de petits détails. J'ai remplacé une ampoule grillée, réparé une porte grinçante, tandis que Chloé nettoyait soigneusement les cadres de fenêtres, révélant des carreaux clairs qui donnaient sur un jardin maintenant envahi par les mauvaises herbes. « Papa, on va replanter des fleurs, »
n'est-ce pas, demanda-t-elle, tenant toujours son chiffon, les yeux brillants à l'idée. Oui, répondis-je en souriant. Nous planterons de la lavande, comme maman Martine aimait. Chloé a hoché la tête, son sourire comme un rayon de soleil perçant l'obscurité dans mon cœur. Cette nuit-là, après le nettoyage, Chloé et moi nous sommes assis dans le fauteuil de ma mère Martine, ouvrant le carnet de recettes. Nous avons lu son écriture tremblante, riant en nous rappelant les fournées de biscuits brûlés que Chloé avait faites avec elle. J'ai drapé le pull vert doux de ma mère Martine sur les épaules de Chloé, et le léger parfum de lavande, bien que fané, me donnait l'impression qu'il nous étreignait une fois de plus. Camille pouvait garder la grande maison que ses parents nous avaient donnée, mais elle ne pouvait pas prendre ce que ma mère Martine nous avait laissé. Non seulement l'argent de l'assurance, mais l'amour, le sacrifice et la leçon sur le vrai sens de la famille. Cette maison, bien que vieille et poussiéreuse, serait l'endroit où Chloé et moi reconstruirions nos vies, pas à pas, guidés par la mémoire de ma mère Martine. 3 mois plus tard, j'ai finalisé le divorce avec Camille. J'ai obtenu la garde de Chloé tandis que Camille a gardé la maison. C'était exactement ce que j'avais prévu. Après le divorce, j'ai utilisé une partie du $1 million de l'assurance pour rénover l'ancienne maison de ma mère Martine. Pas pour la transformer en quelque chose de somptueux, mais pour en faire un véritable foyer. J'ai remplacé les tuiles du toit pour arrêter les fuites pendant la pluie, installé un nouveau système de chauffage pour garder les hivers au chaud, et transformé la petite chambre de ma mère Martine en une petite bibliothèque où Chloé et moi avons placé ses livres préférés dans la boîte en bois remplie de souvenirs. J'ai peint la chambre de Chloé d'un vert doux, la couleur préférée de sa grand-mère Martine, et j'ai accroché une grande photo de ma mère Martine prise quand elle était jeune, debout à côté de mon père, souriant radieusement sous un coucher de soleil. Une partie importante de l'argent est allée dans un fonds d'études collégiales pour Chloé. Je voulais qu'elle ait la chance de poursuivre ses rêves, que cela signifie devenir médecin, artiste ou tout ce qu'elle choisirait. Je vais étudier dur, papa, dit Chloé un soir alors que nous nous asseyions pour dîner dans la cuisine maintenant propre et douillette. Je veux rendre grand-mère fière. Je lui ai caressé les cheveux en souriant, tu l'as déjà rendue fière, Chloé, et je suis fier de toi aussi. J'ai également mis de côté une partie de l'argent pour la donner à une organisation soutenant les personnes âgées atteintes de maladies cardiaques, une façon d'honorer l'héritage de ma mère Martine. J'ai contacté l'organisation, leur parlant d'elle, une femme forte qui a sacrifié sa vie pour sa famille et qui, même dans ses derniers jours, a pensé à l'avenir de son fils et de sa petite-fille. Ils ont été touchés, et j'ai ressenti un sentiment de soulagement en sachant que l'héritage de ma mère Martine perdurait non seulement en Chloé et moi, mais aussi chez ceux aidés grâce à elle. Notre vie, celle de Chloé et la mienne, n'était pas parfaite, mais elle était remplie d'amour et de sens. Nous avons fait des biscuits ensemble en utilisant les recettes de ma mère Martine. Bien que nos premières fournées brûlent encore, tout comme celles que Chloé avait faites avec sa grand-mère Martine. Nous avons ri, essuyant la farine sur nos visages, et avons senti la présence de ma mère Martine quelque part dans l'odeur beurrée et sucrée flottant dans la cuisine. Chloé est retournée à l'école, portant le doux pull vert de sa grand-mère Martine les jours frais, comme un talisman. Elle m'a parlé de ses nouveaux amis, du test de maths qu'elle avait réussi avec brio, et de son rêve de devenir écrivain pour raconter des histoires sur sa grand-mère Martine. J'ai aussi trouvé la force de vivre pour moi-même. J'ai continué mon travail d'ingénieur, mais maintenant avec un objectif plus clair, bâtir non seulement des structures, mais un avenir pour Chloé. J'ai commencé à tenir un journal, y écrivant les souvenirs de ma mère Martine, de mon père, et des jours où Chloé et moi avons surmonté notre douleur ensemble. Certaines nuits, je m'asseyais dans le fauteuil de ma mère Martine, lisant son carnet de recettes, ayant l'impression qu'elle me parlait encore, me rappelant que la famille, c'est ceux qui s'aiment inconditionnellement. Camille n'a jamais repris contact. Moi non plus. Un matin de printemps, alors que la lavande du jardin commençait à fleurir, Chloé et moi nous tenions dehors, regardant les fleurs violettes onduler dans la brise. Chloé tenait ma main, ses yeux brillants comme la lumière du soleil. « Papa, je crois que grand-mère Martine nous regarde », dit-elle. J'ai souri, respirant le léger parfum de lavande, comme une étreinte de ma mère Martine. « Je crois aussi, ma chérie », répondis-je. Et nous sommes restés là, sous le doux soleil, sachant que, peu importe les difficultés, nous aurions toujours l'un l'autre et ma mère Martine, à jamais dans nos cœurs.